associations qui sont en visioconférence. Donc, Madame Claude Brard, présidente de l'Association pour adultes et jeunes handicapés, La Page de La Réunion. Madame Camille Coulombelle, fondatrice de l'association La Réunion pour tous. Et Madame Danielle Paillet, présidente accompagnée de Madame Pauline Lévy, directrice générale pour l'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales, ADAPI, de La Réunion. Et enfin, Madame Francette Tsiaranga, présidente de l'association APRDD, Autisme et autres troubles. Comme pour vos prédécesseurs, nous vous avons adressé, mesdames, un questionnaire pour préparer votre propos liminaire que vous allez présenter. Je laisserai ensuite la parole à nos rapporteurs pour vous interroger et nos autres collègues pourront également vous questionner à leur tour. Je vous prie d'excuser notre rapporteur Aklim Elouli qui a dû s'absenter, il ne pourra pas participer à la deuxième table ronde, mais nous nous ferons un plaisir de lui transmettre tous les éléments que nous aurons récoltés. Et je crois qu'il a laissé aussi des questions à Audrey. Voilà, donc Madame Brard, vous avez la parole. Oui, bonjour, Claude Brard, donc présidente de la Page. Je suis aussi vice-présidente des dispositifs d'appui et de coordination sur le territoire de la Réunion et je suis présidente et donc à titre bénévole. Voilà. Donc, vous m'avez en effet posé plusieurs questions. Je vais les reprendre dans mon propos. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de représenter la page. Si quelqu'un a une question concernant cela, je répondrai volontiers ensuite. Donc, la première question concernait la question des données statistiques qui illustraient la politique du handicap. En tout cas, sur cette question, moi, je pense qu'on a une MDPH qui fait un travail assez remarquable sur cette question et qu'on a beaucoup d'informations concernant les typologies ou le handicap ou l'accès à la MDPH. Pour autant, la difficulté pour nous, c'est le travail suite aux notifications qui sont rendues, où là, les personnes reçoivent des notifications et on ne sait pas très bien et on ne sait pas suffisamment bien comment les personnes qui ont une notification, comment cette notification, elle est prise en compte sur le territoire. Et on a beaucoup de personnes qui n'ont plus de notification puisqu'ils n'ont pas de prise en charge assez rapidement et ils sont oubliés des services, deviennent des invisibles sur le territoire, manque de place, mais je pense que vous avez eu juste avant nous une présentation du contexte territorial en termes de nombre de places. Je n'ai pas besoin non plus de le rappeler puisque j'ai suivi un peu les propos précédents. La perception du handicap à La Réunion, il est vrai qu'on a un vivre ensemble sur le territoire qui est remarquable. Aujourd'hui, notre insularité et notre constitution historique, culturelle, etc., fait que les personnes, chaque Réunionnais, Réunionnaise a dans son environnement proche une personne en situation de handicap ou un aidant. Et je pense que les institutions, les familles, les personnes, les citoyens réunionnais savent ce qu'est le handicap, ils imaginent ce que c'est et ils sont plutôt à l'aise avec cette situation. Par contre, je pense qu'on ne peut pas faire la même chose ou faire le même la même adéquation avec les institutions qui restent des institutions qui sont un peu sclérosées sur cette question-là et qui fonctionnent encore en termes de cases, en fait, où chaque personne doit avoir sa place en fonction de sa notification ou en fonction de son handicap. Et du coup, soit tu dépends du CCAS, soit tu dépends du conseil départemental, soit tu dépends de l'ARS. Et on regarde des politiques qui sont mises en place aujourd'hui autour de l'inclusion. Cette question-là, elle est importante puisqu'on ne travaille pas du tout cette notion de citoyen en situation de handicap qui peut accéder aux dispositifs de droit commun en priorité et ensuite aux autres dispositifs. Aujourd'hui, on renvoie les personnes, les familles, les aidants à la case dans laquelle ils sont. Et ça, c'est un travail à faire auprès des acteurs qui déclinent les politiques publiques. Concernant les instances consultatives des personnes en situation de handicap, je pense que d'une manière globale et vraiment au sein de la page, en interne, dans les institutions, on déploie beaucoup de moyens pour que les personnes qui sont accueillies soient représentées au sein des conseils à la vie sociale ainsi que leurs familles. Et on voit par les dispositifs qui sont mis en place et les formations qui sont mises en place ou les notions de facile à lire et à comprendre,
que, en tout cas, au sein des établissements de la page, on a, je pense, décliné des choses très innovantes sur la participation au sein des structures. Nous, on a mis aussi un comité local d'éthique où les personnes accompagnées participent vraiment à des décisions qui les concernent. Le dernier sujet, c'était habiter en établissement chez moi, pour faire en sorte, en effet, que les personnes en situation de handicap qui sont accueillies en institution puissent nous dire, ouais, vous nous dites dans la loi 2005 ou dans n'importe quelle loi qu'on peut en effet avoir une relation amoureuse, etc. Mais en fait, vous ne déployez pas les moyens, ou vous pouvez, ou le matin, je ne peux pas choisir le t-shirt que je vais mettre parce que l'aide-soignante, ceci ou cela. Donc, en fait, ils sont là pour partager et vraiment dire ce à quoi ils attendent, ce à quoi ils espèrent dans nos établissements. Et au-delà de ça, au-delà des établissements sociaux et médico-sociaux qui appliquent la loi, mais je pense qu'au-delà de ça, on est très innovant à La Réunion sur ces questions de participation. La difficulté, c'est la société civile. Comment la société civile, elle est capable de prendre en compte la participation citoyenne. Aujourd'hui, dans les conseils citoyens, aujourd'hui, dans les instances, on a une réelle difficulté à mobiliser. Et on ne mobilise pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne facilite pas la mobilisation. Parce que il y a une fois sur deux, on a des ascenseurs qui ne fonctionnent pas pour aller dans les commissions, et j'exagère pas quand je dis ça, qu'on ne met pas des documents qui sont faciles à lire et à comprendre, que même les invitations ne parviennent pas correctement aux personnes. Donc on a vraiment une difficulté en effet dans la société civile à faire en sorte que des citoyens en situation de handicap soient présents dans ces instances participatives démocratiques. Et puis, on a aussi des difficultés, je pense, dans les commissions qui sont réellement dédiées à ces personnes. Et je pense que le CNCPH, là-dessus, en tout cas de notre avis, il est sur un mauvais chemin de dire qu'il n'y a que des personnes en situation de handicap, par exemple malvoyantes, qui peuvent représenter des malvoyants, des personnes en situation de handicap moteur qui peuvent représenter des personnes en situation de handicap moteur. Déjà, en prenant cette entrée-là, ça veut dire qu'on a des personnes qui ne peuvent pas du tout s'exprimer et qui ne pourront jamais être représentées. Donc ça pose un gros problème. Et puis en plus, ça crée du clivage dans la société, ça crée du communautarisme dans le milieu du handicap. Et aujourd'hui, chaque citoyen devrait être capable, s'il est formé, accompagné, s'il se donne les moyens avec les pouvoirs publics, de pouvoir représenter les personnes en situation de handicap d'une manière générale et pouvoir apporter un regard, une pression, des informations qui permettent de prendre en compte les handicaps. Évidemment, il y a des particularités, évidemment, il y a des technicités, et il ne faut pas se priver de cette expertise-là, mais cette idée qu'il n'y a qu'un type de handicap qui peut représenter un type de handicap, nous, on est assez mal à l'aise avec cette idée-là. Sur les innovations qui sont déployées sur le territoire, vous avez eu tout à l'heure la démonstration, en effet, dans la fin du propos du conseil départemental, de cette ouverture-là qui dit que, en effet, à La Réunion, on est un territoire d'innovation, et c'est le cas, on le constate. On est capable de mettre en place des choses, des dispositifs extrêmement intéressants. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'ils sont déployés qu'à titre expérimental. L'autre difficulté, c'est qu'ils ne sont pas équitablement positionnés sur le territoire, et il va y avoir que des niches de personnes qui vont pouvoir aller vers ce dispositif, parce qu'il est décliné que sur la région nord-est ou sur la région sud, alors qu'il a fait toutes ses preuves partout ailleurs. Là aussi, donc par exemple, nous, on a un dispositif qui s'appelle le DETAC, qui permet de faire de la prévention sur des réhospitalisations pour des personnes qui ont une maladie psychique, qui fonctionne très bien, qui a été évalué. Un autre dispositif qui fonctionne bien, ce sont l'habitat accompagné. Donc, ce n'est pas de l'habitat inclusif, c'est vraiment cette notion de désinstitutionnalisation qu'on évoque, et c'est comment des personnes qui ont un handicap assez lourd, qui ont besoin d'un accompagnement quotidien, et la nuit aussi, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, peuvent habiter dans la cité avec le plateau technique dont ils ont besoin.
Et du coup, on a une résidence à la Canopée à Saint-André avec 5 logements, avec des personnes qui sont en colocation et qui peuvent à tout moment avoir besoin d'un éducateur spécialisé ou d'un veilleur de nuit. Et il y a une présence qui est mise en place. On travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux. Par rapport aux propos que j'entendais tout à l'heure du conseil départemental, et je pense que c'est un sujet qui est pour moi très, très important, quoi, pour nous, qui est très important. Tout à l'heure, Madame Manoubine vous disait « Ah, mais nous, on a du foncier et on est capable de mettre en place du foncier pour les associations. » Ben, aujourd'hui, en effet, on se retrouve avec des cahiers des charges posés par le conseil départemental qui nous réoblige à nous inscrire dans de l'institutionnalisation avec 1000 mètres carrés, 4 étages en hauteur et qui ne répondent pas du tout aux besoins actuels. Donc nous, on aimerait beaucoup plus de souplesse sur ces cahiers des charges qui ne répondent pas aux besoins et ni à la réglementation en vigueur. On est capable aujourd'hui sur le territoire réunionnais de mettre en place des choses qui sont bien plus intéressantes. On a peut-être et certainement encore besoin d'institutions sur le territoire réunionnais, mais pas de cette façon-là et pas sur ces coûts-là. Dans le caractère innovant, c'est vrai que cette proximité de tous les dispositifs sur le territoire réunionnais, ARS, conseil départemental, les bailleurs sociaux, etc., est extrêmement intéressante et peut donner lieu à des projets intéressants. Il faut qu'on soit capable de les mobiliser encore plus. Vous ne m'arrêtez pas, du coup, je continue parce que vous ne m'avez pas donné de temps. Voilà. J'ai vu aussi que sur la table ronde précédente, il y avait monsieur le recteur. Je n'ai pas entendu son propos. Aujourd'hui, la question de l'inclusion scolaire sur le territoire réunionnais, elle est, je ne vais pas dire qu'elle est tendue, elle est dramatique. Elle est dramatique. On a vu depuis plusieurs années les efforts qui sont faits par l'éducation nationale, le nombre de classes qui ont été créées. Mais vous l'avez entendu, il y a une telle pression puisqu'il n'y a pas assez de place dans les institutions. Il y a beaucoup de personnes qui sont maintenues dans les établissements sociaux et médico-sociaux que l'éducation nationale subit une pression extrêmement forte en termes d'inclusion. Et aujourd'hui, les enfants sont très mal scolarisés. Les enfants en situation de handicap sont très mal scolarisés. Ça crée beaucoup de violence, ça crée beaucoup de tensions au sein de l'éducation nationale. Les notifications à ESH, en fait, alors qu'il y a une notification qui dit que tel enfant a besoin pour pouvoir être scolarisé dans de bonnes conditions de temps. Aujourd'hui, l'éducation nationale, elle est obligée de prendre son volume global d'AESH et de le distribuer sur un volume encore plus grand d'enfants. J'avais un directeur de CMPP qui faisait cette remarque que je trouvais assez qui illustrait un peu le propos aujourd'hui. C'est comme si on donne la moitié d'un traitement à une personne diabétique. En fait, une personne, elle a un besoin. Si on ne répond pas à son besoin, elle va entrer dans un engrenage qui va faire que ces besoins ne vont pas être couverts et que les tensions vont se répercuter à tous les niveaux et particulièrement dans les familles, auprès des AESH, auprès des enseignants qui ne savent pas gérer. J'ai entendu aussi tout à l'heure parler de la question de l'attractivité des métiers. Je rejoins complètement et je suis bien plus alarmiste que le conseil départemental l'était tout à l'heure sur la question de l'attractivité des métiers, que ce soit dans l'éducation, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit sur le soin. Le territoire réunionnais est déjà sinistré sur cette question-là. On sait qu'on ne va pas bien, l'ARS le sait, le conseil départemental, le rectorat et les acteurs, mais on a vraiment beaucoup de difficultés à se mobiliser ensemble. On sait par ailleurs sur le territoire réunionnais que nous avons beaucoup de personnes qui sont sans emploi, sans qualification. Et à un moment donné, comment on peut faire en sorte de travailler ensemble pour couvrir l'offre bientôt. Aujourd'hui, sur l'accès à l'école, oui, pardon. Excusez-moi, il est vrai que nous sommes contraints par le temps et comme il y a quatre interventions, donc si vous voulez bien, je vais laisser la parole à Madame Coulomel pour une dizaine de minutes pour essayer d'être équilibré. Vous avez raison. Nous ne vous entendons pas.
Vous nous entendez? Oui, moi, vous m'entendez là? Parfait. Ah, super. Alors, je disais, j'ai des problèmes de connexion et de temps en temps, ça coupe, donc je m'excuse par avance. Moi, j'ai vu les questions. Alors, après, Madame Brard a répondu. Hein, enfin, moi, j'ai le même avis pour les premières. Moi, là où je peux parler, c'est surtout sur l'accès aux loisirs, moi, pour les personnes en situation de handicap sur le territoire. Moi, ce que j'ai pu constater, hein, c'est qu'il y a des associations qui proposent. Il y a des associations qui proposent par type de handicap, ça arrive. Et il y a aussi de plus en plus de structures qui proposent de l'inclusion, du coup, les personnes en situation de handicap avec tout le monde. Pour ça, il y a des initiatives qui sont mises en place justement en tant que département expérimental. Hein. Moi, j'ai pensé à des DI et sport, autisme et sport. Et il y a la case oxygène aussi qui accompagne les jeunes de 12 à 29 ans pour justement l'accès aux loisirs. Il y a alors la plateforme RépiEst, donc là c'est vraiment localisé dans l'Est aussi, qui accompagne les familles pour l'accès aux loisirs. Donc il y a des expérimentations comme ça qui fonctionnent et qui montrent, moi par rapport à ce que je peux constater, ce que je travaille en partenariat avec eux, c'est que les familles du coup sont dans un méandre administratif et que l'aide au soutien à justement l'accès aux droits communs est une vraie plus-value et les aide, et ça a un apport qualitatif, que ce soit au niveau de l'épanouissement de la personne, de l'autodétermination et même un impact au niveau de la santé. Hein, c'est ce qu'on a pu constater. Dans les dernières questions, il y a aussi sur la pratique du handisport aussi par rapport du coup à l'attrait des Jeux Olympiques. À ma petite échelle, hein, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en effet, en fait, ça a quand même permis de sensibiliser et de montrer que tout le monde peut effectuer un sport. Après, c'est sur un problème de communication sur où aller, quelle association, quel établissement peut nous recevoir pour effectuer tel type de sport, tout ça, et comment y aller. Parce que aussi pour cet accès au droit commun à La Réunion, moi, ce qui est compliqué, c'est comment la mobilité des personnes. On a du mal à parler de loisirs, du coup, d'accès sans mobilité. Voilà. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, Madame Payet. Ah, on ne vous entend pas, Madame Payet. Micro. Le micro est ouvert? Non, on ne vous entend toujours pas. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. C'est bon. Comme je disais, en fait, Madame Brard avait déjà pas mal donc développé on dira le sujet du handicap à La Réunion. C'est vrai que moi, j'aimerais quand même insister sur un premier point concernant les données, hein, donc avec le problème de la non-effectivité des droits pour les personnes en situation de handicap, puisqu'au niveau de la CDAPH, la présidente de la CDAPH avait fait une étude sur ce sujet-là. Et on se retrouve avec des chiffres comme, par exemple, 56% des notifications de la MDPH pour les masses qui ne sont pas, enfin, les personnes qui sont orientées en masse et qui n'ont pas accès à ces masses puisqu'il n'y a pas de place. Quand on regarde pour les femmes, on a 54% de non-accès aux droits. Pour les établissements non médicalisés, donc pour adultes, on a donc un taux de 52%. Et c'est partout pareil. Donc, il y a un réel problème de place, en fait, hein, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne veut plus parler de place, mais de solution. Mais toujours est-il que ces personnes se retrouvent sans solution et souvent
donc dans des situations, enfin dans des, on va dire, ou sans solution ou avec des solutions qui ne sont pas adaptées à leurs besoins. Et ça, c'est une vraie problématique. Donc, concernant la perception du handicap à La Réunion, c'est vrai que cette perception, elle a quand même beaucoup évolué au fil du temps, mais il y a quand même encore pas mal de défis qui persistent, hein, puisque au niveau de... même si on dit que la société est bienveillante et accueillante, c'est vrai qu'à La Réunion, on a une notion de bien vivre ensemble, mais il y a quand même des difficultés, et on le constate au niveau des écoles aussi, puisque il y a il y a souvent des cas de harcèlement, etc., qui sont rapportés. Donc, ce qui veut dire en fait qu'il y a quand même une sensibilisation qui est encore à faire au niveau de la société, qui, à mon sens, n'est peut-être pas encore tout à fait prête à accueillir donc tous ces citoyens comme ça devrait le faire. Alors, c'est vrai aussi qu'on a au niveau des orientations, souvent, on le constate, hein, au niveau des notifications, on est dans des cases, et quand une personne ne correspond pas à la case donnée, et ben du coup, elle n'a pas de solution, parce qu'il manque cette souplesse, hein, qu'on devrait avoir pour pouvoir accueillir et pour pouvoir proposer des solutions, donc des solutions à toutes les personnes qui en font la demande et qui en ont besoin. Au niveau des innovations, c'est vrai que, bon, on dit toujours, hein, bon, c'est ce qui avait été demandé aux associations, c'est quand on fait des appels à manifestation d'intérêt, c'est d'être innovante, hein, donc de façon à pouvoir proposer des solutions qui correspondent donc aux attentes des personnes. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'expérimentations qui sont faites. Alors nous, au niveau de notre association, on a ce qu'on appelle des dispositifs hors les murs, donc avec un accompagnement des personnes en situation de handicap, mais dans les différentes structures du droit commun. Donc, qui était effectivement la problématique, c'est qu'il y a des expérimentations. Donc, ça fait 2 ans là qu'on expérimente. A priori, ça devrait être pérennisé cette année. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Et ça crée quand même un climat incertain pour les familles et pour les personnes, puisqu'on se dit ça marche. Et puis, au final, on ne sait pas si ça va être reconduit l'année d'après. Donc, on est toujours dans cette position un peu instable de dire, est-ce que l'année prochaine, on aura une solution pour notre enfant ? Est-ce que ça va être pérennisé? Donc, il y a aussi cette problématique-là de dispositifs innovants, oui, mais il faudrait effectivement qu'on puisse avoir les financements pour que ça devienne pérenne rapidement, quoi, une fois que ça a fait ses preuves. Au niveau de l'accessibilité, puisque bon, c'est vrai qu'on parlait de l'accessibilité aux loisirs, donc il faut des transports. On a cette problématique de transport. À La Réunion, on a un relief qui est quand même très accidenté, et souvent les transports en commun ont du mal, en tout cas, ça ne se voit pas sur le terrain. On n'a pas de stations, toutes les stations de bus ne sont pas accessibles. Alors, pour pallier à ça, il a été mis en place dans beaucoup de communes des transports réservés aux personnes en situation de handicap, un système de taxi, si vous voulez, mais qui permettent quand même aux personnes d'aller vers les dispositifs de droit commun. Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais il y a quand même quelque chose qui existe à ce niveau-là. Le conseil départemental a mis en place aussi un système de passe-transport. Je pense qu'on doit être le seul département à l'avoir, qui permet donc, qui donne aux personnes en situation de handicap des moyens des moyens financiers pour pouvoir donc accéder à des transports spécifiques, particuliers, donc à des taxis, pour qu'ils puissent se rendre donc sur leur lieu d'activité ou accéder à des loisirs. Alors moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap intellectuel. C'est vrai qu'on parle souvent d'accessibilité physique, et puis quand on regarde l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap intellectuel, eh ben, il n'y a pas grand-chose de fait. Il y a on a parlé du facile à lire et à comprendre qui commence à se développer, et ce qui permettra effectivement de rendre l'information accessible. Et parce que quand on veut être un citoyen à part entière, il faut d'abord, dans un premier temps, qu'on ait accès à l'information. Et donc, il est important, et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir effectivement étendre donc ce facile à lire et à comprendre, puisque quand on regarde au niveau des établissements recevant du public, au niveau, etc., les documents ne sont pas en facile à lire et à comprendre. Au niveau de nos établissements,
on fait l'effort de transcrire donc les documents faciles à lire et à comprendre, mais ça ne se fait pas. En tout cas, ça se fait pas beaucoup. Hein, donc, au niveau des mairies, je ne sais pas, au niveau du conseil départemental, de l'ARS, il y a très peu de documents donc, qui sont transcrits en facile à lire et à comprendre. Alors, quand il s'agit de l'accessibilité, j'allais dire, des locaux, donc avec une signalétique adaptée, ça n'existe pas. Hein, donc, nous, on est en train de faire un travail là-dessus par rapport donc, à contacter les ERP, etc., pour leur proposer des aménagements, mais c'est vraiment le tout début hein, de l'action par rapport à ça. Et je pense que là-dessus, il faudrait quand même communiquer parce que quand on regarde au niveau de la population en situation de handicap, il y a quand même pratiquement la moitié de la population donc, qui est concernée par un handicap intellectuel. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que cette population ait accès à l'information et accès aux locaux, mais de façon autonome, en tout cas le plus autonome possible. Alors, et puis concernant la scolarisation, c'est vrai qu'il y a un réel problème. Hein. On a vu encore à la rentrée scolaire, à toutes les rentrées scolaires, on le voit, les familles régulièrement donc font part de leurs difficultés donc en ce qui concerne la scolarisation de leurs enfants. Et là-dessus, c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'au niveau des différents acteurs sur le terrain, qu'il puisse y avoir des échanges parce que je trouve que chacun reste un petit peu dans sa bulle. Alors souvent, on considère que les associations, surtout les associations de parents, hein, parce que notre spécificité à nous, c'est d'être une association de parents, comme la page d'ailleurs, donc que nos associations de parents, enfin que les parents, en fait, ne sont pas des, je vais dire, j'utilisais un terme qui n'est peut-être pas adapté, des sachants en tout cas. En tout cas, il y a des professionnels et puis à côté, il y a les parents. Et souvent, les parents, quand les parents, on ne va pas les associer aux tables rondes, aux discussions, etc. Alors, pour des raisons qui sont propres aux personnes qui ne les associent pas. Et je trouve que c'est dommage puisque les parents, alors je parle souvent des parents, mais ça peut être les personnes elles-mêmes. C'est vrai que quand on est dans le monde du handicap intellectuel, alors souvent les parents viennent en appui donc aux personnes en situation de handicap. Et je trouve que ça serait intéressant de pouvoir associer plus encore, parce que quand on regarde la commission, la CSDI, là, au niveau de, en fait, il n'y a qu'un représentant de famille dans cette commission. Après, il n'y a que des professionnels. Alors, c'est sûr que oui, mais en même temps, c'est bien aussi que les parents, que les personnes elles-mêmes, parce que quand on parle de la représentation des personnes au niveau des instances, effectivement, au niveau des établissements, dans les CVS, on a des personnes en situation de handicap qui sont présentes, mais nulle part ailleurs, ou en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, et en tout cas, des personnes en situation de intellectuelle, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, effectivement, les personnes puissent être présentes, ou alors si elles ne peuvent pas, mais que leurs représentants puissent être présents dans ces instances. Et ça, je trouve que pour moi, il y a encore un gros travail à faire là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter à là, et parce que je pense que les autres ont des choses à dire, et puis on pourra compléter par rapport à une fois que tout le monde aura pris la parole dans la discussion. Merci. Et puis, je vais laisser la parole à Madame Francette Siaranga, présidente de l'association APRDD, Autisme et autres troubles. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc, oui. Donc, comme mon association est une association justement pour les parents, tout ce qui est sur le terrain, nous, on connaît. Voilà, les chiffres et tout, tout a été dit, hein, depuis tout à l'heure, je suis la conférence, tout a été dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre général, hein, il y a beaucoup de choses encore à faire, mais ça, on mettra tous la main, on y arrivera. Moi, je parlerai plus pour tout ce qui est école, parce que je suis aussi à ESH à la base. Donc, ça fait plus de 15 ans que je suis dans le cadre de l'école. Et sachant que, comme a dit madame de l'association ADPI, c'est vrai qu'il faut faire intervenir les parents dans tout ce qu'on fait.
parce que c'est important de savoir, parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont en souffrance, tellement d'enfants qui ont besoin d'AESH, qui ont besoin d'accompagnement, en fait. Et on ne peut pas, nous, en tant qu'association, de dire ce qu'il faut faire. Donc, si les parents pouvaient avoir, lors d'une réunion, mettre les choses sur la table, ça aurait été mieux pour faire avancer. Et c'est pas évident non plus d'être association et de voir autant de souffrance dans l'école. Et alors qu'on parle d'inclusion, on parle de tout ça, c'est vraiment, c'est un crève-cœur de voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sur la touche. Et ce genre de table ronde, c'est justement pour emmener des solutions. Et si on pouvait trouver des solutions pour les années à venir, parce qu'il y aura de plus en plus d'enfants qui ont des soucis, on aura besoin de plus en plus d'AESH, on aura besoin des personnes ouvertes d'esprit pour pouvoir expliquer aux familles ce que font les accompagnants, etc., etc. Franchement, nous, en tant qu'AESH, on est perdus. En tant que parent, encore plus, parce que j'étais moi-même, enfin, je suis toujours maman d'un jeune enfant autiste. Aujourd'hui, il est adulte et j'ai autant ramé que les parents de maintenant. Où est le changement entre les années d'avant et les années de maintenant? Il n'y a pas grand-chose qui ont changé. Donc, si on fait ce genre de table ronde, si le gouvernement prend en compte tout ce que disent les parents, surtout à La Réunion, parce qu'il y a beaucoup plus d'enfants, je pense, qui ont besoin d'aide. Parce que comme c'est une petite île, donc les structures sont un peu moindres. Et s'il y a moyen de faire quelque chose, donc ce sera le moment aujourd'hui d'en parler et pour les années à venir, mettre des choses en place. Après, bon, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Comme on en a parlé tout à l'heure, l'accès aux loisirs commence à bien se développer. On intègre beaucoup. Le seul souci, c'est certainement dans les entreprises où il n'y a pas beaucoup de personnes handicapées qui travaillent. Donc ça aussi, il faudra en parler pour mettre en place. Voilà, je parle aussi pour moi quelque part, vu que mon garçon il a déjà 24 ans, bientôt il va falloir, parce qu'il a fait ses études et tout, bientôt il va falloir qu'il aille chercher du travail. Quels sont les avantages? Tout ça, il faut parler aux entreprises pour que les entreprises puissent embaucher sans avoir peur de leur rentabilité ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi je parlerai plus là-dessus. Et après, comme tout a été dit, merci à toutes les personnes qui ont parlé avant moi. Vous avez marché le travail. Et voilà, donc on continue comme ça. Merci, madame. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Audrey Bélim et puis après à Annick Petrus. Merci, madame la présidente. Merci à vous, mesdames, d'être présentes ce matin avec nous. Alors, ma question va être assez transversale et finalement globale, mais je pense qu'elle va pouvoir faire détaquer la langue, comme on dit chez nous à La Réunion. Moi, j'aurais aimé savoir comment on vit l'amendement Creton sur le territoire. Donc, je mets un peu le pied dans le plat, je suis navrée, mais je pense que c'est important qu'on en reparle. Donc, c'est vraiment la première question. La seconde question, c'est, et puisque nous avons une présidente d'association qui est également AESH, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre? Nous avons évoqué à La Réunion le fait que nos AESH, et je pense qu'il y en a également ailleurs, qu'elles ont plusieurs finalement enfants, que les enfants en fait on réduit le nombre d'heures dont ils pourraient avoir besoin sur le temps de l'école. Donc elle, comment elle le vit, mais également cette ESH, comment elle vit également, comment elle voit que l'enfant vit cette situation aussi. Je pense que c'est important. Et puis enfin, si nous avions une possibilité de légiférer quelque part, en tout cas si nous avions un véhicule législatif, sur quel point important pensez-vous qu'il serait important que l'on intervienne? Merci. Je peux commencer? Oui, allez-y. Merci. Concernant en effet les amendements Creton, Madame la sénatrice évoque comment on vit, déjà comment on vit quand on est un adulte, qu'on a presque 30 ans, qu'on est dans un établissement d'enfants. Voilà la situation des personnes qui sont dans le cadre d'un amendement Creton, avec des activités qui ne sont pas adaptées, avec un contexte qui n'est pas adapté, avec un temps d'accompagnement qui n'est pas non plus celui qui... Voilà, parce qu'on sait qu'une personne
jeune adulte qui est maintenu en établissement d'enfants. Il commence en effet au début, il fait ses 5 jours par semaine, mais petit à petit, il y a une pression qui peut être faite des établissements parce qu'eux-mêmes subissent des pressions pour trouver des solutions alternatives et qui font souvent que ces solutions alternatives, elles reposent sur la famille, c'est-à-dire que la personne ne va plus venir dans l'établissement que quelques jours, quelques heures par semaine. Et du coup, il y a tout un travail de réorganisation familiale. Nous, on est confrontés en effet à des parents qui sont obligés à un moment donné, quand leur enfant quitte un établissement médico-social où il était accueilli assez régulièrement toute la semaine, à ce qu'il soit accueilli de plus en plus à la maison. Et du coup, ça nécessite une réorganisation familiale et aussi professionnelle de ces familles, avec un enfant qui est plus présent et qui devient un adulte. Donc ça, c'est déjà l'impact sur les enfants, enfin sur les adultes, les jeunes adultes. Je viens d'évoquer aussi celle des familles, des parents, aussi la situation à La Réunion. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Donc en fait, souvent, la personne handicapée, elle est souvent dans une configuration familiale où il n'y a que sa maman ou son papa, et plus souvent la maman. Donc, vous imaginez ce que ça peut être aussi d'avoir un jeune adulte à la maison en situation de handicap. Aujourd'hui, moi, j'ai de plus en plus de familles qui me contactent et qui sont dans cette situation où les parents doivent s'occuper de leurs parents eux-mêmes qui sont en perte d'autonomie et ils ont leur enfant en situation de handicap qui revient. Vous comprenez bien, l'âge à 30 ans, un jeune adulte qui revient à la maison avec ses parents et l'âge des grands-parents qui arrivent et qui commencent à être en perte d'autonomie. Et on a beaucoup de situations familiales à La Réunion où des aidants se retrouvent avec ces générations de personnes en perte d'autonomie autour d'eux, ce qui est là aussi cruellement dramatique parce qu'il n'y a pas de solution d'une manière globale. Et puis, il y a aussi quelque chose qui ne doit pas être facile à vivre pour les établissements sociaux et médico-sociaux chez nous, et ça doit être vraiment des dilemmes éthiques extrêmement importants pour les professionnels, pour les présidents d'associations, etc. C'est que tant qu'on a des amendements Creton dans les établissements, c'est des enfants qui ne rentrent pas en éducation précoce dans les établissements. Et ça crée une tension du coup sur l'école, puisque du coup, ces enfants, comme ils ne sont pas suivis par des dispositifs sociaux, médico-sociaux, ils sont quand même dans l'éducation nationale, avec du coup une réponse qui n'est pas adaptée à leurs besoins. On en parlait tout à l'heure. Donc, en effet, ces amendements Creton, c'est je pense, une des choses qui sclérose le plus le territoire réunionnais et qui a un impact dramatique sur les aidants et dramatique sur ces jeunes enfants qui sont diagnostiqués, qui ont une orientation de la CDAPH et qui sont en attente d'une place pendant plusieurs années. Et quand on sait qu'un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans ne bénéficie pas d'éducation précoce, les conséquences que ça peut avoir ensuite sur sa perte d'autonomie, voilà, je pense que vous connaissez le système. Voilà, je vais laisser mes collègues poursuivre. Alors, si vous voulez bien, je vais passer la parole à Annick Petrus pour ces questions et après, on pourra poursuivre les échanges. Merci, Madame la Présidente. Alors, on a plus ou moins fait le tour, mais j'ai quand même une préoccupation concernant l'accès au monde du travail. Alors, moi, j'ai envie de demander aux associations qui nous écoutent, quelle est votre implication dans ce projet-là? Est-ce que vous proposez, par le biais de vos associations, l'inclusion à ce personnel, à ces personnes porteurs de handicap, pour pouvoir, je ne sais pas, travailler? Alors, pas forcément dans les administrations, mais je sais que ça existe, où vous avez des associations qui proposent du travail, d'ailleurs, qu'aux-personnes porteurs de handicap. Est-ce que vous avez cette place-là sur le territoire au niveau de La Réunion? Et j'entends par là les jeunes adultes, évidemment, et aussi au niveau du sport, de l'handisport. Est-ce que vous avez des associations à La Réunion qui prennent en charge les jeunes, en fait, toute personne en âge de faire du sport sur le territoire? Est-ce que c'est quelque chose de développé? Est-ce que c'est uniquement l'éducation nationale? Qu'est-ce que vous proposez, vous les associations,
au niveau de l'handicap sur le territoire. Moi, je vais prendre la parole concernant le sport, donc la pratique du sport. Effectivement, il existe à La Réunion de nombreuses associations hein, donc de sport adapté. Donc, on a du handisport, effectivement, qui propose différentes disciplines. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien, hein, puisque même si au niveau, enfin, à mon avis, en tout cas, qui fonctionne bien, c'est vrai qu'au niveau du sport, j'allais dire, ordinaire, dans les clubs ouverts à tout le monde, il y a des inclusions, mais ça, en fonction du type de sport, ça reste quand même plutôt limité. Donc, mais tout ce qui concerne le sport adapté est relativement présent donc, à La Réunion. Concernant le travail, alors au niveau des associations, on a un étabbissement de services et d'aide par le travail. Nous, on n'a pas d'entreprise adaptée. Il existe aussi des entreprises adaptées et puis donc, qui, donc, bien sûr, hein, donc, accompagnent les personnes en situation de handicap dans le travail. Et ces personnes donc, travaillent dans différents lieux. Alors souvent, ben, comme dans tous les ESAT, on a de la blanchisserie, entretien d'espace vert, on a un atelier vétiver, nous, on a un atelier facile à lire et à comprendre. Et puis, l'objectif, c'est effectivement de préparer ces personnes à sortir du milieu spécialisé pour aller vers le milieu ordinaire. Donc, ce qui se fait pour certains de nos travailleurs, mais bon, en fait, on se rend bien compte que cette possibilité de travailler dans le milieu ordinaire, ça ne convient pas à toutes les personnes qu'on accompagne. On a des personnes qui sont allées dans le milieu ordinaire, qui sont restées, d'autres qui sont allées dans le milieu ordinaire et qui sont revenus vers le milieu protégé, entre guillemets, parce que le milieu ordinaire, en quelque sorte, ne s'adapte pas à leurs besoins. Donc, on a effectivement cette problématique-là, cette situation-là. Après, concernant l'emploi obligatoire des travailleurs, eh ben, cette obligation, en fait, je veux dire, ce pourcentage n'est pas respecté puisque on est aux alentours de 2,4% dans le secteur privé et de 5,5% dans le secteur privé au lieu des 6% obligatoires. Et c'est vrai que tout à l'heure, on posait une question de est-ce qu'il faudrait, s'il y a des lois, voilà, sur quoi il faudrait légiférer? Moi, je me dis, toutes les lois, en fait, la loi existe, la loi de 2005, elle a prévu d'agir, entre guillemets, sur tous les domaines, domaines, l'accès aux soins, l'accès au travail, l'accès aux loisirs, etc., la citoyenneté, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé, et ce n'est pas appliqué. Donc, est-ce qu'il faut refaire une loi pour que la loi soit appliquée, ou est-ce qu'il faut se donner les moyens de faire appliquer la loi? Puisque aujourd'hui, il y a, voilà, elle existe la loi. Il y a vraiment tout, quand on regarde la loi de 2005, tous les domaines sont concernés et on a des... Voilà, donc qu'est-ce qu'on attend en fait pour faire appliquer la loi? Donc moi, c'est la question que je me pose. L'anniversaire, les 20 ans de la loi 2005, c'est le 11 février. Ça sera l'occasion de faire, plusieurs associations ont fait des bilans et on se rend bien compte qu'en fait, eh ben, il y a eu des avancées, mais sur le terrain, ça ne suit pas. Alors souvent, même si on veut, quand on le dit, on nous dit qu'il ne faut pas ramener la politique du handicap aux moyens financiers, mais s'il n'y a pas de moyens financiers, les choses ne peuvent pas évoluer. Donc, comment faire pour que il y ait les moyens nécessaires pour que cette loi puisse être appliquée, mais dans le moindre de ses... vraiment dans la totalité de ce qu'elle propose. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Evelyne Corbière-Namezo. Merci. Merci Madame la Présidente. Merci pour ce temps d'échange sur cette thématique si importante pour nous de façon générale, j'ai envie de dire au niveau national, mais plus encore en Outre-mer, puisque l'insularité et l'éloignement de l'Hexagone fait que il y a une pression certaine qui pèse à la fois sur les personnes, sur les institutions, pour que des solutions localement soient apportées et qu'un niveau d'écoute et d'accompagnement suffisant puisse se mettre
se mettre en place et se développer, en tout cas s'améliorer. Moi, ma question, elle va porter sur un seul sujet, enfin une seule thématique qui m'interpelle, parce que vous avez dans vos présentations, mesdames, beaucoup développé les sujets, et ce que vous avez dit fait particulièrement écho ici au niveau des sénateurs ultramarins. Ça concerne effectivement le droit des personnes porteuses de handicap, la voix qu'elles peuvent avoir, leur représentativité, et comment elles peuvent mobiliser et se mobiliser suffisamment pour faire progresser leurs droits. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau où les textes existent, mais maintenant, il faut développer plus de moyens, améliorer les prises en charge, aller vers de l'innovation, et quand elles sont positives, les généraliser. Donc, j'ai été attentive à ce que vous avez dit, Madame Brard, sur le fait qu'effectivement, il fallait vraiment ouvrir un peu les horizons et quelque part travailler plus collectivement sur la représentativité de ces personnes. Et je voulais avoir votre avis sur une réflexion que j'avais, puisque j'ai plus le sentiment que les droits des personnes en situation de handicap sont trouvent plus d'audience, en tout cas sont plus manifestes, j'ai envie de dire, quand il s'agit de mineurs, puisque les parents se mobilisent énormément, notamment sur le niveau d'encadrement, sur le fait que les besoins notifiés par la MDPH en matière d'accompagnement AESH à l'école soient véritablement pris en compte et débouchent sur des dispositifs effectifs et une réelle scolarisation dans de bonnes conditions de ces enfants. Et par contre, en effet, à l'âge adulte, on a l'impression que le problème est moins sensible, alors que moi, je suis persuadée que si les droits de ces personnes ne sont pas pris en compte et véritablement inscrits dans nos institutions et dans les moyens qu'on met en place, eh bien, arrivé à l'âge adulte, ça se dilue d'autant plus. Donc, est-ce que cette hypothèse, vous la validez ou pas, à savoir que les parents, tant qu'ils sont porte-parole de leurs enfants, sont plus entendus, et donc il y a un véritable enjeu à faire que tous les enfants qui sont signalés et pour lesquels il y a des notifications et une demande de prise en charge spécifique, que ce soit absolument prise en compte de façon, j'ai envie de dire, nécessaire et obligatoire, de sorte que, ayant atteint l'âge adulte, la revendication d'être respectés dans leurs droits soit aussi naturelle et non plus vécue comme une mise à l'écart par ces personnes. Merci. Merci bien. Jocelyne Guidez. Merci Madame la Présidente. D'abord remercier toutes ces associations, parce que c'est vrai qu'elles font un travail extraordinaire, et heureusement qu'elles sont là, aussi pour faire avancer en tous les cas le handicap sur nos territoires. Moi j'ai 3 questions. Vous avez parlé de harcèlement, et on sait que c'est vrai que c'est très présent dans les écoles, tout au moins pour ces enfants qui sont différents des autres. Savez-vous ce qui a été mis en place, en tous les cas dans les écoles, pour défier ce harcèlement qui est quand même très présent? Ensuite, je voudrais savoir, que pensez-vous du dossier de MDPH? Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il fallait 8 mois à peu près pour que le dossier MDPH soit enfin étudié. Ne faudrait-il pas aussi le simplifier? On parle souvent de simplification, mais généralement, on fait l'inverse de ce que l'on dit. Et ensuite, existe-t-il des PCO chez vous, les plateformes de coordination, et est-ce qu'elles fonctionnent bien? Merci bien. Madame Coulombelle avait tout à l'heure demandé la parole. Malheureusement, je l'ai vue un peu après. Donc, si Madame Coulombelle veut bien s'exprimer.
Oui, alors, mais du coup, c'est hors sujet maintenant. Moi, je voulais parler par rapport à l'insertion professionnelle, puisque moi, je fais des formations, du coup, pour sensibiliser les entreprises, justement. Et ce que j'ai pu constater, c'est que quand il y a par exemple, des journées nationales comme la SEPH avec le DUOD, ça fait que les entreprises, du coup, pensent à l'insertion et au maintien professionnel et s'y intéressent et, du coup, créent des journées. Et c'est comme ça que ça aide à sensibiliser et à y penser, en fait. Voilà, c'était juste une petite remarque que je voulais faire. Merci, Madame Brard. Oui, merci. Concernant la citoyenneté, je voulais juste reprendre quelque chose. On parlait en effet que les enfants sont soutenus par leurs parents quand ils ont un statut d'enfant. Il ne faut pas oublier les enfants de l'ASE. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants en situation de handicap qui sont à l'aide sociale à l'enfance et ces personnes-là, ces enfants-là sont vraiment pas bien représentés, pas bien soutenus et accompagnés. Donc, en tout cas, là-dessus, il y a vraiment un focus à faire. Concernant aussi la question que vous ameniez sur la citoyenneté et encore là, les parents qui sont là, moi, je voudrais signaler aujourd'hui, ce que je n'ai jamais vu, ça fait 25 ans que je suis militante associative, j'ai une fille qui a 35 ans maintenant en situation de handicap et j'ai milité depuis sa naissance. Moi, je sens une violence des parents, c'est-à-dire qu'on leur dit, vous avez des droits, votre enfant a des droits, et on leur a dit, on leur a rabâché. Aujourd'hui, on a une génération de parents qui ne comprennent pas que s'ils ont une notification qui dit que leur enfant doit avoir une notification de 20 heures d'AESH, qu'il n'ait pas ces 20 heures, pour eux, c'est impensable. Alors que je pense que nous, on a été des générations de parents précédemment où on comprenait, voilà, et puis on faisait un peu plus de coups humains. Là, moi, je sens monter de la violence. Je sens monter de la violence de la part de ces familles qui ne sont pas entendues et qui sont face à des institutions qui sont débordées. Et je pense vraiment à l'Éducation nationale à La Réunion, qui fait plein de travail, mais qui ne peut pas répondre à la demande au regard du contexte réunionnais. Et moi, je peux vous dire qu'au sein de nos établissements, au sein du CMPP, par exemple, on a un gros CMPP à La Réunion et les professionnels nous disent que les parents sont à bout de souffle. Et ce bout de souffle, ça génère de la violence. Concernant les adultes en situation de handicap et leur représentativité et leur participation, oui, vous parlez de légiférer, que dans tous les conseils citoyens, que dans toutes les instances de participation, on ait un taux de représentation où on ait des outils de facilitation pour des personnes en perte d'autonomie et des personnes en situation de handicap et qu'on mette les moyens derrière pour qu'elles puissent qu'on puisse faciliter leur accès. On ne parle pas que d'un ascenseur, on parle, comme le disait Madame Payette tout à l'heure, de facile à lire et à comprendre et de moyens de facilitation qui permettent à des personnes de pouvoir s'exprimer par d'autres moyens, d'une autre façon, avec du temps, avec des horaires aussi qui sont différents que des horaires du 9-18 ou du 9-17 aussi. Concernant les délais à la MDPH, les nôtres, si elles étaient de 8 mois, on serait content, hein, mais c'est plutôt une année pour avoir une notification MDPH dans le meilleur des cas sur le territoire réunionnais. Et puis PCO, on a en effet plusieurs dispositifs Communauté 360 et PCPE qui sont bien installés sur le territoire, sauf qu'ils dysfonctionnent, puisque comme il n'y a pas de place, comment voulez-vous que ces plateformes elles puissent déployer des places puisqu'il n'y en a pas. Donc, c'est une marge de plus que doivent mettre en place les familles ou les personnes en situation de handicap, puisque du coup, on les renvoie vers les plateformes et les plateformes les écoutent, les entendent, et puis il n'y a rien derrière. Donc là aussi, on a des familles qui reviennent vers nous et qui nous disent « Ah, mais j'ai encore dû une énième fois raconter mon histoire, donner un tas d'informations, etc. pour qu'on finisse par me dire encore une fois peut-être ça, mais quand ils vont vers les établissements, il n'y a pas de place. » Donc on a vraiment un souci à La Réunion d'avoir un territoire qui est complètement sclérosé en termes de place et tout le monde est en souffrance, les familles et les enfants. Moi, je veux juste intervenir concernant les délais de traitement des dossiers MDPH. C'est vrai qu'il y a eu, alors, les délais sont longs, effectivement. Alors, peut-être un petit peu, il y a une amélioration quand même depuis quelques temps, mais le problème persiste pour le traitement des dossiers des enfants. Puisque pour pouvoir traiter le dossier d'un enfant, il faut qu'il y ait un enseignant présent dans la commission.
Et il y a cette problématique du manque d'enseignants dans la commission, donc dans l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH, ce qui fait qu'effectivement, ça prolonge le délai de traitement des dossiers. Donc là, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire auprès de l'Éducation nationale pour qu'effectivement, il y ait suffisamment d'enseignants pour pouvoir jouer sur ce délai de traitement des dossiers, donc, en tout cas pour les enfants. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Alors, j'aurais quelques questions qui m'ont été, qui sont venues avec votre intervention, Madame Brard. Déjà, le bain culturel. Bon, la réunion que j'ai eu la chance de découvrir m'a aussi surprise par ce foisonnement culturel de population qui vient de confessions différentes, religieuses, de pays différents, mais qui est très harmonisé. Avez-vous noté dans l'acceptation du handicap, des tabous, des rejets aussi, puisque vous avez évoqué que beaucoup d'enfants de l'ASE, enfin, il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap à l'ASE. Est-ce un abandon lié au handicap majoritairement? Comment accompagner au mieux ces familles, enfin ces communautés, pour mieux accepter aussi le handicap? J'ai été enseignante, directrice d'école, et il est vrai que parfois expliquer à un parent qui a peut-être un petit souci, il faut prendre toute la pédagogie parce qu'il y a le déni, les accompagner. Donc c'est un travail vraiment très très pointilleux. Donc j'aurais aimé savoir si vos associations interviennent à ce niveau-là. Il y a un deuxième sujet. Bon, j'ai interrogé la MDPH, mais on aura la réponse écrite concernant les étudiants qui quittent la Réunion. Peut-être que vous êtes trouvé dans ce cas, vous avez des familles qui quittent la Réunion pour poursuivre des études et qui se retrouvent avec des difficultés entre le transfert des dossiers d'une MDPH à une autre. Parfois aussi des dossiers qui ne sont pas les MDPH ont des visions différentes au niveau du traitement des dossiers, parfois reconnaissent plus de droits ou diminuent les droits des étudiants. Est-ce que vous avez des éléments sur ce sujet pour en mieux les accompagner? Et enfin, je souhaiterais vraiment saluer votre travail à toutes. L'accompagnement aussi que vous portez pour madame avec un enfant en situation d'autisme. Franchement, je suis vraiment, vraiment admirative et de cette force. Et vous avez tout mon respect. Merci. En effet, aujourd'hui, on a des professionnels dans les structures sociales, médico-sociales ou dans les plateformes, les CMPP, les CAMS, sur la question, en effet, de l'accompagnement, du soutien culturel, où en effet, il peut y avoir des superstitions ou simplement la religion, la spiritualité qui s'exprime d'une certaine façon. Aujourd'hui, moi je pense, mais les collègues qui sont là vont peut-être avoir un autre avis. En tout cas, nous, on pense qu'il y a une réelle prise en compte des professionnels qui font l'accompagnement des familles ou des professionnels, à faire entendre et à faire comprendre à certains moments qu'une famille, elle peut décider de ne pas vouloir couper les cheveux de son enfant pour telle raison, etc. Et que ça va s'imposer, ça va se mettre en place. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit une problématique sur notre territoire, ou tout au moins, si en effet elle s'exprime comme ça dans les familles, et ils peuvent avoir un sentiment d'avoir été punis parce qu'ils ont un enfant en situation de handicap, c'est soutenu, c'est accompagné par les professionnels du secteur, me semble-t-il. Concernant votre deuxième question, concernant le transfert des dossiers MDPH, alors ça ne concerne pas que les étudiants, hein, malheureusement. Le transfert de dossiers, aujourd'hui, que ce soit de la métropole à la Réunion ou de la Réunion à la métropole, c'est long, c'est compliqué, c'est incroyablement
je ne sais pas comment dire, mais on ne comprend pas, parce qu'il y a un dossier transféré, une notification transférée, pourquoi elle ne s'impose pas de la même façon. Aujourd'hui, en effet, sur notre territoire, on a des professionnels, et particulièrement l'éducation nationale, des référents. Moi, je le dis parce que c'est vraiment des témoignages que j'ai reçus cette semaine, puisque je rencontre le recteur la semaine prochaine, et du coup, je voulais recueillir des témoignages de familles et d'associations pour pouvoir argumenter. J'ai aujourd'hui des professionnels, des référents de l'éducation nationale qui disent « Ah oui, mais ça, c'est une décision qui a été prise par la MDPH de Paris. Non, mais chez nous, c'est pas pareil. Donc, cet enfant qui devait avoir 20 heures d'AESH ou qui devait avoir tel matériel, eh ben, on lui donne pas et on redemande qu'il repasse par la case MDPH de la Réunion. » Voilà, et je pense que pour d'autres décisions, c'est la même chose. Donc, ça, c'est quelque chose, en effet, c'est incompréhensible, de mon avis, qu'on ne puisse pas faire confiance aux analyses de la CDAPH. Et merci, Madame, pour vos remerciements concernant l'investissement associatif des associations dans le secteur de l'accompagnement et du militantisme. Ben oui, aujourd'hui, une grande partie de l'offre, elle repose sur... je pense que vous avez une photographie là des personnes qui s'investissent dans ce secteur, qui donnent de leur temps, de leur énergie, en plus de leur activité professionnelle. Moi-même, je suis en poste, je suis bénévole. Et voilà, ça représente en effet un investissement, un engagement. C'est nécessaire qu'on soit soutenu, et je ne pense pas du tout à des choses financières, mais je pensais plutôt à des dispositifs qui nous permettent, en effet, quand on a un investissement comme celui-là, peut-être avoir des aménagements particuliers dans le terme du temps de travail, comme les syndicats, par exemple, qui ont certains aménagements, et aussi de la formation. D'être mieux étayé en termes de formation. Aujourd'hui, d'être présidente d'une association comme on peut l'être, Madame Payette et moi-même, ça nécessite des compétences, d'être capable de se projeter sur plusieurs années pour pouvoir, parce qu'on gère des centaines de salariés, on gère du patrimoine, on gère des établissements, on est peut-être bien étayé par des directeurs généraux, mais la responsabilité, elle repose quand même sur nos conseils d'administration et nous-mêmes. Et je pense qu'il y a une attention particulière à porter sur notre fonctionnement qui repose sur des bénévoles. Et aujourd'hui, trouver des bénévoles, ce n'est pas facile. Voilà, donc je pense qu'on a besoin alors je ne sais pas si c'est un encouragement, mais d'une reconnaissance, c'est même pas ça, mais d'être étayé. En tout cas, moi, j'aurais besoin de m'assurer que quand je porte ma présidence, je le fais avec la connaissance qui va permettre de pérenniser les établissements pour lesquels on œuvre. Merci. Madame Tsiaronga a demandé la parole. Oui. Je vous remercie d'avoir posé la question parce que ça me tient à cœur de répondre aussi sur cette histoire que l'avancement, parce qu'il y a une vingtaine d'années, on était encore dans cet enfermement de dire que notre enfant était fou, notre enfant était malade, etc. Donc, tout le monde avait honte. Et tout d'un coup, la loi est arrivée et on est passé de là à là, disant que oui, montrez votre enfant maintenant, il n'ayez plus peur, etc. Mais le laps de temps est passé, ça fait près de 20 ans que c'est passé. Et du coup, les parents ne bougent pas parce qu'ils sont encore dans cet enfermement-là. Moi, je parle en tant que réunionnaise. Donc, il y a beaucoup de parents qui en ont encore honte, il y en a qui ont encore un peu peur. Il y en a qui se disent aussi, comme c'est moi qui ai fait mon enfant, donc peut-être que c'est à moi de le garder. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu en fait dans cette histoire de se montrer, de vouloir combattre, de vouloir aller dans des associations, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne sont pas dans des associations. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils s'isolent. Et on a besoin de ça. Mais est-ce que ça tient du fait que nous, les Réunionnais, on avait une autre façon de vivre avant? Donc, je pense que voilà, c'est lié à tout ça. Et maintenant, avec le temps qui passe, donc les enfants d'avant sont maintenant des adultes et bientôt ce sera des seniors. Et il faut continuer à travailler dessus à chaque fois, continuer à dire, continuer à faire avancer les familles, continuer à leur dire, écoutez, on est réunionnais certes, mais on existe, on est là, il faut faire avancer. Il y a d'autres communautés qui viennent de dehors, qui, eux, essayent de s'intégrer du mieux qu'ils peuvent, justement pour faire avancer les enfants. Travaillant dans les écoles, moi, je vois la différence entre celle qui a honte et celle qui dit, écoute, mon enfant, comme ça, on va lui faire avancer, on va faire confiance aux associations, on va faire confiance aux IME et à d'autres structures. Donc voilà, il faudra faire quelque chose. Je ne sais pas comment on va trouver une solution, mais faire quelque chose pour enlever tous ces tabous, je ne sais pas comment il faut appeler cette histoire-là, mais leur dire qu'il est temps, il est temps de faire avancer. Peut-être qu'au fond, on a besoin aussi d'une autre façon de faire les choses.
oui, il y a plein de choses qui existent, plein d'associations qui existent et tout. Peut-être qu'il faudrait une autre innovation, qu'on ne trouve pas la solution encore, mais voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas une autre façon de voir les choses, de faire les choses, que les structures viennent à proximité, plein de choses comme ça. Et moi, je dis ça, mais je suis quand même toute seule à le faire. Mais mettons-nous ensemble, peut-être trouver une autre façon spécifique à l'île de la Réunion. Voilà, de par notre histoire, notre culture et tout et tout. Voilà, donc après, je dis ça en tant que réunionnaise, voilà, oui. Mais sans plus, hein, sans vraiment dire que ça va se faire maintenant. Mais au fil des années, on trouvera bien des solutions pour les enfants à venir et pour ceux qui naissent, ceux qui naissent vraiment avec un déni total, de se dire qu'on a notre enfant, ne s'occupe pas. Il ne faut pas faire ça parce que le monde, on a besoin de nous en fait pour avancer. Nous, en tant qu'association, on a besoin de nous pour faire avancer les choses, mais faisons maintenant pour que d'autres prennent notre place plus tard et qu'au fur et à mesure que la Réunion explose vraiment dans le vivre ensemble total, handicapé ou pas. Voilà, moi je pense comme ça. Après, bon, voilà. Et concernant la MDPH, oui, le dossier est très long, très, très long. Il y en a qui souffrent encore de ça 2 ans plus tard. Leurs enfants ne sont pas pris en charge. Et avec cette histoire du PIAL, un enfant qui a 20 heures, on ne le met que 6 heures pour pouvoir dispatcher les autres AESH sur d'autres enfants qui sont en souffrance. Ça aussi, c'est un gros problème qu'il y a à La Réunion, surtout dans ces 2 dernières années. Il faut trouver une solution. Comment on fait pour l'MTPH, je ne sais pas. Voilà, les instances sauront ce qu'il faut faire, les ministres et tout, ils sauront ce qu'il faut faire parce que vraiment, cette idée de dire qu'on a un grand retard avec les enfants, eh ben, ils perdent leur scolarité. Voilà, il y a beaucoup qui sont en souffrance, qui attendent les notifications, ils perdent leur scolarité parce qu'ils n'ont personne pour les aider. Et puis, c'est tout. Hein, voilà, tout. Moi, je pense avoir dit ce que je pense en tant que famille, en tant que représentante réunionnaise, étant sur le terrain, tout ça. Après, oui, mettons la main ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure, mettons la main ensemble, allons faire quelque chose qui pourra faire avancer notre pays, notre petit pays qui est perdu loin de la France mère. Voilà, faisons avancer les choses et puis on verra bien dans les années à venir ce qui en reste, ce qui se fera. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bon, je vous rassure, ce n'est pas spécifique à La Réunion. Le rapport que l'on peut avoir avec le handicap, c'est aussi le regard de la société qui freine aussi des familles. Donc, nous sommes là aussi. Le but de nos travaux, c'est d'essayer ensemble de voir ce qui est innovant, ce qui peut se mettre en place. Et comme on dit, l'union fait la force. Et je persiste à dire que de nos territoires ultramarins viendront l'innovation. Donc voilà, il faut être. Merci encore à vous. Vous êtes très très courageuse et puis vous savez que vous pouvez compter sur le Sénat. Et vous avez remarqué qu'il y a quand même beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes, que ce soit au niveau des rapporteurs, que ce soit dans la salle. Donc, la solidité féminine, la solidarité féminine est avec vous. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.